Bonjour à tous, la France insoumise dans les législatives. Quelles ambitions pour le parti de Jean-Luc Mélenchon? Vous avez suivi en début de semaine Jean-Luc Mélenchon qui accuse Bernard Cazeneuve de s'être, je cite, occupé de l'assassinat de Rémi Fraisse. Ce qui est clair, c'est que le patron de la France insoumise a changé de ton. Le ton monte d'ailleurs alors qu'il ambitionne d'être le principal opposant à Emmanuel Macron. On va en parler avec mes invités. Arlette Chabot, bonjour à vous. Bonjour. Roger Martelly, historien spécialiste du communisme, bonjour. Merci d'être venu nous voir. Et puis Éric Coquerel, candidat de la France insoumise aux législatives en Seine-Saint-Denis. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'être venu nous voir. Le ton de Jean-Luc Mélenchon s'était adouci entre les deux tours. On a l'impression qu'on a chassé le naturel entre les deux tours et qu'il revient au galop, Éric Coquerel. Oui, enfin, c'est ce qu'on veut expliquer. Enfin, je vous rappelle qu'il y a des gens qui n'ont pas adouci leur ton depuis au moins 10 jours avant le premier tour des présidentielles. Quand Jean-Luc Mélenchon pouvait être en capacité d'aller au deuxième tour, c'est notamment les socialistes. Monsieur Hollande, qui n'ont pas arrêté de taper sur Jean-Luc Mélenchon, le traitant de dictateur, au lieu de s'occuper de Madame Le Pen. Les mêmes qui, après, nous ont fait des grandes leçons de morale parce que Jean-Luc Mélenchon estimait que la consigne, pas une voix pour le Front National, était la consigne qui pouvait fédérer son électorat et la plus efficace. Et aujourd'hui, ces gens-là, tout d'un coup, continuent comme ça, M. Cazeneuve et autres, des arguments agressifs qui n'ont en réalité qu'un objectif. C'est de faire oublier leur bilan et d'essayer de se sauver pour les législatives, mais ils ne vont pas y arriver. Mais si on parle de Jean-Luc Mélenchon, oui. Le ton a changé quand même. Je ne sais pas à quel mot. Le bruit et la fureur dont on parlait, le retour du bruit et la fureur. Je ne constate pas ça. Quand il parle de Bernard Cazeneuve en disant cet homme qui s'est occupé de l'assassinat de Rémi Fraisse. Alors, il s'est expliqué hier, peut-être, Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, il est revenu là-dessus. On va peut-être l'écouter, puis vous allez me dire ce que vous en pensez après. On écoute Jean-Luc Mélenchon. Si M. Cazeneuve était indigné par ce genre d'imputation, il aurait déjà dû faire des procès à Reporters et à combien d'autres journaux qui ont titré de la même manière en le rendant responsable. Autrefois, c'était une tradition. On considérait que le ministre était responsable des actes de ses subordonnés, d'autant que le ministre est le chef de son administration. Si bien qu'à la fois par les ordres qui ont été donnés, qui étaient d'une extrême brutalité, que par sa situation hiérarchique, il peut être tenu pour responsable de la situation qui a conduit à la mort de M. Rémi Fraisse. Sur le ton, il repart quand même dans l'intransigeance, on est d'accord? Mais non, excusez-moi, mais je pense qu'il y a une manière qu'ont les médias et le système de traiter tel ou tel candidat. Voilà, Jean-Luc, vous pouvez isoler telle ou telle phrase à un certain moment de ses discours, vous pouvez faire dire exactement l'inverse qu'on voulait, donc pendant toute la campagne présidentielle. Il y a eu une déclaration, et nous la revendiquons politiquement. C'est le fait que ce qui est irresponsable de la part de M. Cazeneuve, au-delà des mots, c'est les actes qui ont eu lieu au moment de la mort de Rémi Fraisse. Et je vous rappelle une chose, c'est que sous le ministère de l'Intérieur de M. Cazeneuve, on a failli avoir d'autres Rémi Fraisse. Combien de manifestants ont été défigurés pendant les manifestations sur le El Khomri? Dans les banlieues, combien de jeunes ont eu des problèmes absolument graves jusqu'à la mort d'Adama Traoré? Donc c'est un ministre de l'Intérieur qui était extrêmement répressif. Et nous avons l'habitude de ne pas condamner les hommes sur le terrain, parce qu'eux, ils reçoivent des ordres, en tout cas, mais celui qui a la responsabilité politique. Non, mais la responsabilité politique de la mort. Après, on va avancer, mais la responsabilité de la mort de Rémi Fraisse, c'est M. Cazeneuve. L'idée de dire celui qui s'est occupé de l'assassinat de Rémi Fraisse, ça a une connotation de commanditaire. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est pas un commanditaire, c'est celui qui, à un moment donné, donne les ordres politiques au moment de l'affaire Siemens. Moi, j'y étais la journée qui a précédé la mort de Rémi Fraisse. Les ordres politiques étaient de tenir coûte que coûte sur un terrain absolument très compliqué aux hommes qui étaient présents. Bon. Donc, ils étaient en relation directe avec Beauvau. Tous les policiers vous expliquent, y compris pendant les mobilisations sur la El Khomri, que tous les ordres viennent de Beauvau. Donc, il y a une responsabilité politique. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, d'un point de vue judiciaire, c'est le mot d'homicide qui est retenu. Donc, le mot d'homicide a un sens. Ça veut dire qu'il y a bien eu mort d'un homme, la mort d'un homme qui n'est pas venu comme ça par hasard, mais lié à une manifestation, un pacifiste. Et donc, nous le répétons, M. Cazeneuve a une responsabilité politique entière. Et c'est ce qu'il veut oublier. Bon, et il y a une autre chose un peu étonnante quand même, c'est que Jean-Luc Mélenchon le rappelle ici. Pourquoi M. Cazeneuve n'a pas réagi quand il était ministre de l'Intérieur? À l'époque, on a demandé sa démission. On l'a accusé justement déjà, nous, pour notre part, d'avoir cette responsabilité politique. Et là, tout d'un coup, c'est là maintenant qu'il passe sur la question judiciaire. Tout ça est un enrobage pour faire oublier une chose. Pour faire en sorte que pour ces élections législatives, nous n'ayons pas le débat politique que nous devrions avoir, parce que c'est ces élections législatives qui vont décider de quelle majorité politique va gouverner ce pays. Et on est en train d'essayer justement d'utiliser tous les subterfuges pour l'oublier. Et c'est ce que notamment font les socialistes. Alors, on va fermer ce chapitre-là avec la réponse de Bernard Cazeneuve ce matin à la radio. Écoutez. C'est un sentiment de profond dégoût. Si l'un de mes adversaires politiques, parmi les plus acharnés, devait faire l'objet d'attaques du type de celle
que Jean-Luc Mélenchon a prononcées à mon encontre, je serai le premier à le défendre. La politique, ça ne consiste pas par la manipulation, le mensonge, l'invective, l'insulte, à essayer d'atteindre l'autre. Là où il y a des sentiments républicains, il doit y avoir du respect. Voilà, donc c'était pas on va repasser celui de la radio ce matin. Parce que le mot dégoût, ça c'est pas agressif évidemment. Non, mais c'est-à-dire que effectivement, je pense que sur les mots ça a été. Moi, je voudrais avoir votre avis, Arlette Chabot, sur ce chapitre-là. Alors, Éric Coquerel me dit mais non, il a toujours été comme ça. Il a changé de ton quand même, Jean-Luc Mélenchon, entre les deux tours de la présidentielle. Il y a un bon et un mauvais Jean-Luc Mélenchon. Il y a un bon Jean-Luc Mélenchon, c'est celui de la campagne, qui est, on le sait, un très bon orateur, un pédagogue, un bon prof qui sait s'adresser aux gens comme il le fait en faisant effectivement encore une fois de la pédagogie, en leur expliquant les problèmes. C'est un bon Jean-Luc Mélenchon, respectable, cultivé, intelligent. Puis il y a Jean-Luc Mélenchon qui dérape. Parce qu'au fond, ce que dit Éric Coquerel, on peut s'interroger sur une responsabilité politique d'un ministre de l'Intérieur. Formulée comme le fait Éric Coquerel, c'est effectivement, on revient au débat qui avait eu lieu lors de la mort de Rémi Fraisse. Mais dire que M. Cazeneuve s'est occupé de l'assassinat de Rémi Fraisse, évidemment, on n'est pas dans le même registre. Donc il y a un registre politique qui est celui du débat, et il y a celui de l'insulte, et on comprend que Bernard Cazeneuve reçoivent cette formule comme ça. Et d'ailleurs, au fond, on a bien entendu Jean-Luc Mélenchon dire hier aussi qu'il avait été piqué au vif par la remarque de Bernard Cazeneuve entre deux tours. Il avait reproché au leader de la France Insoumise de ne pas appeler à voter pas au-delà de contre Marine Le Pen, mais pour Emmanuel Macron. Il avait parlé d'une faute morale et politique. Et hier soir, Jean-Luc Mélenchon dit j'ai été piqué au vif, voilà pourquoi je m'exprime comme ça. J'étais fâché. Il y a un débat politique qui peut exister sur le maintien de l'ordre, encore une fois, sur l'action et les choix du ministre de l'Intérieur. Il y a des formules qui sont inacceptables. Et on peut aller un peu plus loin encore. Quand Jean-Luc Mélenchon dit que chez Emmanuel Macron, il y a des aspects poutiniens, évidemment, on peut aussi contester des nominations ou critiquer la politique d'Emmanuel Macron. On comprend bien là que Jean-Luc Mélenchon revient à des formules qui sont assez discutables et qui le ramènent, j'allais dire, au mauvais Jean-Luc Mélenchon. C'est de l'outrance, Roger Martelly, ce sont des dérapages, comme dit Arlette Chabot, où il revient simplement à l'outrance, qui était son créneau. Personnellement, ce que je retiens, c'est sa dernière intervention. Dans lequel il considère qu'effectivement, il a été piqué au vif, c'est-à-dire qu'il est allé au-delà de ce qu'il avait véritablement l'intention de dire. Je pense qu'il nous indique aujourd'hui que ce qui est le véritable débat, c'est la responsabilité politique du ministre de l'Intérieur dans l'affaire qui était l'affaire du barrage de Sirven. Ajoutons, c'est la responsabilité du ministre de l'Intérieur d'avoir accepté avec le gouvernement Hollande-Valls, une logique qui était quand même une logique d'état de guerre, de montée de pression, qui depuis des mois crée un climat qui est un climat que l'on peut qualifier de véritablement dangereux. Je pense que nous pouvons en rester là. Désormais, le débat doit être placé sur le terrain politique. Quelle politique doit-on suivre en matière de sécurité ? Comment doit-on assurer la sécurité, le bien-être des Français? Nous sommes au cœur du débat et je pense qu'il faut en rester là aujourd'hui. C'est ce que propose Bernard Cazeneuve à la radio. Donc on vous a recalé le son de la radio ce matin. Écoutez. Beaucoup de ceux qui sont en politique considèrent que le monde doit tourner autour d'eux. Et parfois, c'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, après 40 ans de vie politique, considère que s'il devait se retirer, le monde s'effondrerait. Je ne pense pas cela. Moi, j'ai toujours considéré que dans la vie politique, il fallait mieux essayer d'être utile plutôt que d'apporter la démonstration tous les jours qu'on est indispensable, surtout quand pour faire la démonstration qu'on est indispensable, on se laisse aller à ses excès, à ses outrances. Excès, outrance, et il a terminé en disant « S'il s'excuse, je ne porterai pas plainte ». Dont acte. Ouais. Enfin, moi, j'écoutais Arlette Chabot, j'écoute Monsieur Cazeneuve maintenant, et donc j'ai compris. Si Jean-Luc Mélenchon avait dit qu'il s'était occupé d'un homicide, ça aurait été satisfaisant pour vous. Non, c'est occupé qui est insupportable. Non, je croyais que c'était assassinat. Alors, il faut savoir, c'est assassinat, c'est homicide. On voit bien la difficulté. Moi, ce que je vous dis, vous posez les problèmes différemment. Vous dites, on pose des questions sur le maintien de l'ordre. Laissez-moi répondre à ce que vous avez dit tout à l'heure. Monsieur Cazeneuve, et je répète, vous avez dit, on peut effectivement parler des responsabilités politiques
politique. Responsabilité politique, ça veut dire qu'on s'occupe de quelque chose. Quand on donne un ordre, à un moment donné, une certaine gestion de maintien de l'ordre à tel ou tel endroit, ça veut dire qu'on s'occupe de quelque chose. Donc je vous le redis, si c'est une responsabilité politique, ça veut dire qu'il s'occupe. Alors, si vous préférez le mot homicide au mot assassinat, il n'y a pas de problème, c'est comme ça que ça pénalement. Donc on voit bien que la question de fond est réelle. Et ce qui est outrancier, j'entends à nouveau M. Cazeneuve, qui s'est spécialisé là-dedans. Hein. Entre les deux tours, tout d'un coup, il a estimé que Jean-Luc Mélenchon faisait une faute morale, alors que je n'ai pas entendu parler des propos du chef de l'État disant que Jean-Luc Mélenchon était un dictateur avant le premier tour, ou par exemple des communiqués du Parti socialiste avant le premier tour, tapant uniquement Jean-Luc Mélenchon, alors que moi j'aurais pensé quelque part que de la part d'un parti démocratique, on aurait plutôt tapé Mme Le Pen au moment où justement Jean-Luc Mélenchon pouvait prétendre être au deuxième tour, ce qui nous aurait assuré un débat démocratique meilleur. Donc les propos outranciers, si vous voulez, la manière dont à un moment donné, tous ces gens-là qui font partie du système estiment que c'est eux qui donnent la bonne tonalité, la phrase qui va bien, qui est acceptable. Et puis d'un autre côté, il y aurait quelqu'un qui tout d'un coup serait à nouveau transformé en le bruit et la fureur comme vous le faites. Je dis que tout ça, c'est une manière d'éviter une chose au moment de ces élections législatives, c'est que la seule force alternative républicaine à la politique de M. Macron, puisque les républicains et les socialistes n'arrêtent pas de dire qu'ils jugeront au cas par cas, donc en gros, ça sera les auxiliaires de la majorité de M. Macron. La seule force, donc une alternative majoritaire, c'est France Insoumise. Et je pense que la difficulté est là. Pardonnez-moi, juste, je vous coupe, Éric Coquerel, c'est pas nous qui faisons transformation. Si, on pose la question, on a mis un point d'interrogation. Bien sûr que c'est vous. La question, c'est de savoir... Je parle pas de regardez, personnellement. la cote de popularité de Jean-Luc Mélenchon, sondage Elab, a chuté de 17 points depuis le deuxième tour de la présidentielle. Les sondages, maintenant, vont prouver que vous avez raison. C'est un fait. Moi, je prends parti pour personne. Je vous donne un exemple je pourquoi voudrais ce n'est pas un savoir fait. si ce changement de ton, justement, ne fait pas décrocher de la partie d'électeurs PS qui se serait raccroché à lui pendant la présidentielle. Pourquoi ce n'est pas un fait, et quand je dis vous, ce n'est pas vous personnellement. Non, je sais bien. Grossièrement, c'est les médias. Cette affaire de cette petite phrase qui est sortie, elle est sortie de plusieurs meetings que Jean-Luc Mélenchon a fait pour venir au soutien de candidats de France Insoumise. C'est la seule phrase qui a été sortie par une chaîne concurrente à la vôtre. Elle est violente, et qui a été mise. Oui, d'accord, mais des phrases sorties de leur contexte comme ça, moi je vous en sors, y compris pendant la campagne de Jean-Luc Mélenchon, que vous dites aujourd'hui avoir considérablement apprécié. Donc je dis que c'est une manière, la manière dont aujourd'hui les médias essayent, et on voit, c'est le même discours que les socialistes, on voit qu'il y a eu aussi le portrait dans Le Monde de Jean-Luc Mélenchon avec des phrases off qu'on a été chercher ici ou là, etc., nous traitant de sec parce que nous avons tenu à accompagner jusqu'au bout notre camarade François Delapierre. Tout ça est un contexte qui vise à faire en sorte que France Insoumise, qui peut être une véritable alternative dans les années à venir, qui peut véritablement, définitivement faire en sorte que le Parti socialiste ne soit plus cet obstacle à un changement qu'il représente depuis des années, parce qu'au nom du vote utile, tout d'un coup, il représenterait l'alternative à gauche. Tout est fait pour faire en sorte qu'au législatif, nous n'ayons pas le résultat que nous pouvons espérer. Et moi, je crois que c'est une bataille politique, et j'appelle nos électeurs à ne pas se laisser avoir par ça. Il faut arrêter avec le complot. Il n'y a pas de complot contre Est-ce que Jean-Luc vous m'avez entendu parler de complot? Non, mais il n'y a pas de complot. Est-ce que je vous ai dit le mot complot? Non, d'accord, mais ça sous-entend... Les médias ont choisi les médias. Ah oui, je sous-entends qu'il y a. Le problème, c'est vous qui êtes victime de ces petites phrases. Parce qu'au fond, je ne sous-entends pas, Arlette Chabot. On peut très bien débattre de vos propositions et vous entendre. Le problème, c'est qu'on vient de passer 15 minutes pour essayer d'expliquer et d'avoir... Je dis très clairement qu'on a des éditorialistes qui, comme ça, tournent dans les médias. En 2005, c'était la même chose au moment du traité conciliaire européen. La gauche du non était considérée comme des nationalistes, des retardés. Pardon, mais vous mélangez totalement et là, tout. Si, je pense que c'est le même quand on problème. salue la campagne de Jean-Luc Mélenchon, c'est formidable. Et quand on dit qu'il dérape et qu'à nouveau... vous saluez la campagne. Il tombe lui-même. Est-ce que vous pouvez... Alors, on va passer aux législatives. 10 jours avant le premier tour, excusez-moi, quand Jean-Luc Mélenchon était très haut dans les sondages, la tonalité avait commencé à changer. Là, on parlait de dictateur, on parlait de M. Poutine, alors que simplement, en réalité, Jean-Luc Mélenchon annonçait qu'il rencontrerait M. Poutine, ce que vient faire M. Macron. Donc la tonalité avait commencé à changer. Est-ce qu'il faut forcément, pour être dans l'opposition à Emmanuel Macron, aller de plus en plus à gauche ou de plus en plus à droite? On a l'impression que... Parce que l'ambition de la France Insoumise, c'est le principal opposant, a priori. Je crois qu'il faut aller de plus en plus à gauche. Si vous me posez la question, la réponse est évidente. Nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation qui est une situation de crise politique. Une situation qui se traduit par la perte des repères, qui se traduit par l'incertitude électorale, qui se traduit par la mise à l'écart d'un nombre non négligeable d'électeurs potentiels. Bref, nous sommes dans une situation de crise politique. Ce qui produit cette crise politique, c'est en particulier le fait que depuis plusieurs décennies, on a pris l'habitude de considérer que, sur le fond,
des grandes orientations pratiques, de la façon de gouverner, de la manière de penser le rôle de l'État dans la vie économique, la gauche et la droite sont contraints de faire à peu près la même chose. Et moi, je crois qu'il faut sortir de cette situation. C'est-à-dire, la gauche et la droite, ça représente des options sociales, des options économiques qui doivent s'affronter véritablement. Et le fait que l'on retrouve de la clarté autour des grands débats qui opposent historiquement la gauche et la droite, personnellement, je trouve que c'est bien. Je pense que depuis des années, il manquait à la gauche de l'espace politique une force capable à un moment donné de peser sur l'espace politique. Or, ce qu'a apporté le premier tour de la présidentielle, c'est justement, de ce point de vue, une rupture. Jean-Luc Mélenchon réussit le score le plus élevé de la gauche de gauche depuis 1969 à une élection présidentielle. Depuis 1978, c'est le Parti socialiste qui domine la gauche. Pour la première fois, nous nous trouvons dans une situation où celui qui donne le ton ne se situe pas sur le terrain de l'acceptation des normes de la mondialisation, mais se situe bien à gauche. C'est le cas de la campagne qu'a portée Jean-Luc Mélenchon. Mais qui sera dans l'opposition systématique ou pas alors ? Pardon ? Qui sera dans l'opposition systématique ? Dans l'opposition systématique, si la politique qui se déploie au niveau du gouvernement est telle qu'elle est annoncée depuis la campagne des élections présidentielles, j'ai du mal à voir comment on pourrait trouver des points d'entente avec les forces gouvernementales qui sortiront de la totalité de cette séquence. En tout cas, pour l'instant, nous avons la vérité des prix. Emmanuel Macron est élu au centre théoriquement gauche, le Premier ministre est de droite, les ministères qui sont les ministères cardinaux, c'est-à-dire ceux qui organisent la vie économique et sociale, sont à la droite. La gauche, de ce point de vue, est réduite à la portion congrue. Je ne vois pas comment, sur cette base-là, une organisation de gauche bien à gauche pourrait être ailleurs que dans l'opposition résolue. Éric Coquerel, l'ambition de la France insoumise, alors pour les législatives déjà, vous allez me dire ce qu'elle est peut-être en nombre de sièges, et puis pour après, pour la reconstruction de la gauche, est-ce que la France insoumise pourrait être la base d'un nouveau parti qui se construirait sur les ruines d'Europe Écologie Les Verts, du PS, du Parti communiste, et fédérer tout ça ? Un parti, non, ça a été dit, c'est-à-dire que ça restera un mouvement dont les caractéristiques, justement, seront de permettre la plus grande implication citoyenne possible, la plus grande mise en action de ces centaines de milliers de citoyens qui, depuis des années, à tort ou à raison, mais en tout cas, considèrent que les partis, aujourd'hui, ne sont pas leur cadre d'organisation. Donc voilà. Mais par contre, c'est vrai que c'est un mouvement qui aspire à ce que disait Roger Martelly, à recomposer notre espace politique. Bon, je dirais juste pas, c'est juste l'appellation gauche de gauche, vous savez, qui nous gêne un peu, qui nous laisse un peu en latéralité. Nous, on prétend avoir une vocation majoritaire, à être évidemment au niveau de nos idées, de ce que nous avançons sur le fond, c'est clairement des idées traditionnellement à gauche, l'égalité, la justice sociale, la planification écologique, une politique faite de coopération au niveau international et pour la paix, mais qui vise aujourd'hui à rassembler bien plus largement. Moi, ce que je constate, par exemple, c'est que, et ça, c'est une vraie satisfaction, grâce à Jean-Luc Mélenchon, il y a énormément de gens, et de jeunes, beaucoup de jeunes, dans les quartiers populaires notamment, qui se sont remis à refaire de la politique à l'occasion de ces présidentielles, et je crois que c'est ça qui représente l'espoir. C'est là, par exemple, où on va aller chercher la prochaine fois ces 600 000 voix qui nous ont manqué. Voilà. Et ça, je crois que je crois que le débat que nous avons là, c'est est-ce que ça, c'est quelque chose qui va disparaître pour les législatives ou pas ? Moi, je ne le crois pas. Je crois que, et c'est ce que je dis à ces électeurs, il faut se mobiliser pour que cette fois-ci, au moins dans le nombre maximum de circonscriptions, la victoire qui nous a échappé au présidentiel, eh bien, cette fois-ci, se concrétise. Combien vous en ambitionnez ? C'est très compliqué. Je vais être honnête. Parce qu'on voit bien que selon les cas, on était en gros en tête dans 64 circonscriptions, je crois en deuxième dans 167, donc il y a un grand nombre de cas, on peut accéder au deuxième tour. Si les électeurs ne s'abstiennent pas, c'est un des risques que nous avons, parce que nous avons été mobilisés beaucoup d'abstentionnistes, donc là cette fois-ci, s'ils ne s'abstiennent pas, nous pouvons nous retrouver avec un nombre d'élus qui, pourquoi pas, peut nous faire envisager d'être pas loin de 200 élus. Bon, mais on peut aussi se retrouver avec quelques dizaines, ça va vraiment, je crois que les choses vont se passer à peu de choses près. Regardez par exemple ce qui se passe dans la circonscription de M. Valls, où notre candidate est justement en capacité de gagner au deuxième tour, manifestement, d'après les sondages. Il peut y avoir beaucoup de bonnes surprises. Nos ambitions ne sont pas limitées.
Parce que la manière dont l'approche que nous avons à chaque fois des élections, c'est d'espérer toujours gouverner le pays, de donner des solutions, et l'avenir en commun le permet. Arlette Chabot, sur les espoirs. Sur les espoirs. C'est très difficile de toute façon de faire des projections. Poser la même question à propos du Front National qui espère aussi capitaliser aux législatives les voix. Ça fait 11 millions à peu près de Marine Le Pen, si je me souviens bien, ou presque 11 millions au second tour de l'élection présidentielle. Bon, après, encore une fois, il faut regarder circonscription par circonscription. Et des élections locales à chaque fois. Oui, c'est des élections locales, des cas particuliers. Et effectivement, il y a un niveau de participation qui est très important, qui sera déterminant pour la suite. Donc on voit, il y a une chose qui est à peu près sûre, c'est qu'on voit les candidats estampillés En Marche qui progressent, en tout cas sur toute la France. Ça, c'est vrai qu'il y a une progression d'En Marche. Et après, c'est aux alentours, toujours à peu près des mêmes performances pour tout le monde, quoi. Donc c'est extrêmement difficile, encore une fois, de savoir. C'est la même ambition pour le Front National. C'est le meilleur opposant à Emmanuel Macron face à la recomposition qui est en route, si je puis dire, des Républicains qui, a priori, sont plus en forme. A priori, auraient été plus en forme, et qui aujourd'hui, on le voit bien, sont de plus en plus divisés et qui eux-mêmes sont hésitants sur leur stratégie. Il y a une seule stratégie aujourd'hui qui change, c'est que c'est la fin du nini. Il y a vraiment une volonté de barrer la route au Front National, et puis un parti socialiste qui est en voie d'effondrement. Donc, au milieu de ça... Qui est en voie d'effondrement, pardon, mais alors le Parti socialiste est en voie d'effondrement, et en cela, Jean-Luc Mélenchon rend service à Emmanuel Macron, quand même, parce qu'il s'est occupé tout seul du Parti socialiste. Oui, le Parti socialiste s'est occupé d'abord lui-même, déjà, de se faire beaucoup de mal, et maintenant, il y a le coup de grâce que veut donner Jean-Luc Mélenchon au PS, mais c'est encore une fois extrêmement difficile. Et le fait que, de façon symétrique, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon essaient d'être élus dans ce Parlement, parce qu'il y aura évidemment rivalité et présence volonté forte d'être présent au Parlement pour contrer Emmanuel Macron et sa politique. Il faut dire que c'est totalement l'opposé, parce que si on regarde bien la politique d'Emmanuel Macron, il n'y a pas qu'une opposition évidemment sur la politique économique, il y a une opposition totale sur l'Europe et aussi sur les institutions. Jean-Luc Mélenchon, 6e République, et on a aujourd'hui un président qui, lui, au contraire, veut revenir à la tradition des institutions de la 5e République. Donc il y a une opposition totale. Roger Martelly. Oui, écoutez, de toute manière, jamais la prédiction en matière électorale n'aurait été aussi aléatoire. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, nous sommes dans les élections de toutes les surprises. Il y a des chances pour que ça aille jusqu'au bout. Alors, cela dit, en ce qui concerne le rapport entre présidentielle et législative, je crois qu'on peut dire que la France insoumise bénéficie, j'allais dire au départ, d'un socle qui est un socle intéressant. Il y a ce résultat global national que j'ai indiqué, qui est exceptionnel dans la période, j'allais dire, des 4 dernières décennies. Il y a le fait que le vote de Jean-Luc Mélenchon est un vote qui s'est renationalisé. Le vote du Parti communiste était peu à peu étiolé, et surtout, s'était approché, j'allais dire, du néant dans toute une série de zones territoriales de la France, dans de grand nombre de circonscriptions. Là, cette fois, Jean-Luc Mélenchon n'est au-dessous de 13,5% dans aucun département français. Renationalisation. Il est très implanté, d'autre part, dans des zones qui avaient été des zones de forte implantation communiste, avec des effets, j'allais dire, sur la représentation parlementaire. Il a redynamisé des espaces que le Parti communiste n'arrivait plus à mobiliser depuis des années et des années. Notamment via les jeunes, d'ailleurs, ce que disait Eric Coquerel tout à l'heure. Notamment vers les jeunes, et rajoutons son implantation dans la France urbaine, et notamment dans la zone de forte densité urbaine. Et je rajoute, cerise sur le gâteau, dans une trentaine de circonscriptions, la France insoumise et le Parti communiste ne seront pas en concurrence. Nous avons donc, j'allais dire, un bloc qui est un bloc intéressant. Le problème, bien sûr, c'est que rien ne garantit qu'il y a une transcription directe de la présidentielle à la législative. La présidentielle, ne nous le cachons pas, n'aurait pas été ce qu'elle était sans la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, bruit et fureur ou pas bruit et fureur, sans sa personnalité. Là, en l'occurrence, nous avons affaire à des candidatures, par exemple, de France Insoumise, qui ont pour elles leur nouveauté.
comme en l'occurrence comme En Marche, avec près de 90% de gens qui ne sont pas élus, les 2/3 qui ne sont pas encartés dans un parti, 41 ans de moyenne d'âge. Il y a un effet qui peut être attractif. Mais en même temps, ce sont des personnalités qui ne sont pas connues dans une élection qui reste une élection localisée. Et par ailleurs, nous savons qu'il y a l'incertitude des intentions de vote. On parlait des sondages. N'oublions jamais que quand on regarde les sondages, le pourcentage de ceux qui se déclarent pour les différents électorats certains de leur vote est quand même un pourcentage relativement modeste. À partir de là, on ne peut pas projeter. Mais je termine juste. Selon toute vraisemblance, je dis bien selon toute vraisemblance, le résultat législatif de la France insoumise, ajoutons le résultat du Parti communiste, même il sera plus que sensiblement au-dessous, va se situer à un niveau non négligeable, très au-dessus des 7% de la dernière consultation et qui redonnera à la gauche de la gauche une place sur le terrain politique national. On a une idée, Arlette Chabot, de la façon dont va se comporter le petit électorat de Benoît Hamon. Tout à l'heure, je disais, la cote de popularité de Jean-Luc Mélenchon est en chute libre depuis le deuxième tour. Il y a certainement des gens qui ont voté, des électeurs PS qui ont voté utile pour Jean-Luc Mélenchon pour le premier tour. Est-ce qu'on a une idée de comment se positionne cet électorat-là ? Est-ce qu'il se coupe de cette frange-là de son électorat qui l'avait amené à la présidentielle ? Il faut regarder effectivement comment des électeurs estampillés, a priori PS, qui sont allés chez Jean-Luc Mélenchon, vont rester à des candidats de France Insoumise ou pas. Là aussi, on est dans le cas par cas. Je pense qu'il faut, et on va poser la question peut-être à Éric Coquerel, c'est le second tour. Parce que bon, il faut quand même 12,5% des inscrits, encore une fois, pour se maintenir au second tour. Est-ce qu'il y aura un désistement en faveur du candidat dit de gauche qui sera face à un candidat des Républicains, d'En Marche ou du Front National? Est-ce qu'il y aura, même surtout quand il y a des triangulaires, retrait ou appel à voter pour un candidat représentant une gauche d'opposition pour le second tour? Est-ce qu'il y aura là une position claire? Je parlais tout à l'heure de la droite qui évolue en disant pas de nini, cette fois on fera barrage au Front National pour empêcher ces candidats de gagner un second tour. Est-ce que du côté de la France insoumise, il y aura la question d'ailleurs que posait tout à l'heure le secrétaire national du Parti communiste, Pierre Laurent, qui demande si effectivement il y aura ces accords pour le second tour afin de favoriser notamment l'élection de candidats de gauche hostile au programme d'Emmanuel Macron. Donc, Éric Coquerel, décision a été prise? Non, première chose, je voudrais revenir au premier tour, juste une petite seconde. Alors, revenons-y, juste pour dire que pour la première fois depuis le début de la Ve République, on a certainement une élection législative qui sera un vrai troisième tour. Parce que le président de la République n'a pas de majorité d'adhésion. Il va essayer de l'obtenir, mais il n'en a pas. Et on a vraiment, issu de la présidentielle, un débat effectivement intéressant entre trois grands projets de société. Il y a le projet, on va dire, libéral, libre-échangiste, qui s'inscrit finalement dans la poursuite de ce qui a été fait d'Emmanuel Macron, qu'il revendique. C'est presque la première personne que j'entends revendiquer prendre des délocalisations en disant que des salariés de Whirlpool peuvent aller trouver du travail chez Amazon à côté. Enfin, il pousse très loin cette logique. Il y a le projet que nous avons mené, qui est justement une opposition au projet libéral à travers la coopération, le partage des richesses, enfin, tout ce qu'on a mis dans l'avenir en commun. Il y a effectivement le projet identitaire xénophobe de Mme Le Pen, que nous avons fait reculer. Parce que si on parle de tout ça, aujourd'hui, si on arrive à expliquer que le Front National ne sera pas la seule opposition à M. Macron, c'est bien parce que nous avons fait reculer le Front National. Et les électeurs, nos électeurs, s'ils ne s'abstiennent pas, ils peuvent même nous rendre majoritaires. Donc, excusez-moi, mais d'abord, je voudrais parler du premier tour pour considérer qu'il y a un véritable enjeu politique. Si tous les gens qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, plus de 7 millions de personnes, remettent un bulletin de vote pour France Insoumise, puisqu'il y aura la même étiquette partout nationalement, nous pouvons aller jusqu'à une majorité ou au moins avoir un nombre suffisant de députés pour empêcher que M. Macron ait une majorité. Et pourquoi pas de sens que vous disiez tout à l'heure. Voilà. Après, la deuxième chose, vous me parlez pour le deuxième tour, donc on attendra peut-être le premier tour. Il est évident que s'il y a un moment donné, on parle du Parti communiste, enfin, là je vous donne mon point de vue, on n'a pas discuté, mais pour moi, s'il y a des forces qui sont au deuxième tour et qui se retrouvent devant nous en ayant soutenu Jean-Luc Mélenchon, bien évidemment, on appellera à voter pour eux face à des partisans de M. Macron et a fortiori face à la droite et au Front National. Donc les forces, c'est quoi? C'est le Parti communiste, ça peut être le PS aussi? Vous faites la liste de ceux qui ont... Le PS? Mais nous avons... Vous savez, par rapport à M. Hamon, on lui a dit quelque chose il y a quelques jours encore. On lui a dit, quitte le PS,
arrête de tourner en rond, quitte le PS et on discute tout de suite des législatives. C'était il y a 2 semaines. Bon. Ils ont choisi, comme d'habitude, de rester encore au PS. On verra bien ce qu'ils font pour la suite. Moi, pour l'instant, je constate qu'ils sont dans un parti qui explique qu'il va juger au cas par cas, comme si on pouvait juger au cas par cas une politique libérale. Donc c'est à eux de se déterminer. Il est évident que, par exemple, puisqu'on explique vouloir être majoritaire, bon, France Insoumise ne sera pas majoritaire seul, mais il est évident que si on se retrouve dans cette situation et que nous avons des forces qui, sur des bases qui sont proches de les nôtres, sont prêts à combattre M. Macron, ça pourra peut-être... vous pourriez éventuellement travailler ensemble si jamais, après discussion. Bien sûr, si mais vous pour ça, ça ne peut pas être dans le cadre du Parti Éric Socialiste, Coquerel, je le maintiens. oui, ça, parce qu'aujourd'hui, le Parti Socialiste, c'est M. Cambadélis, c'est pas M. Hamon. Une circonscription où vous arriveriez en triangulaire, troisième position derrière le FN et le PS, ou le PS et le FN, vous maintenez ou pas? Écoutez, là, pour l'instant, parlons pas de ce genre de discussion. C'est important quand même. Non, mais d'accord, mais oui. Mais enfin, là pour le coup, on est en train déjà de nous refaire le coup de la pression avant le premier tour, entre qu'est-ce qu'on ferait par rapport au FN mis comme épouvantail, on verra bien dans quel endroit LR, ils ont fait un choix. Et par rapport à des concurrents, parce que là, vous me parlez du Parti Socialiste, mais la plupart du temps, je ne fais guère de différence aujourd'hui entre beaucoup de candidats socialistes qui ont appuyé une politique pendant 5 ans, qui a été une politique de droite, des candidats républicains et autres. Et puis, on n'est plus dans le démarche où simplement au nom du mot gauche, on pourrait appeler un désistement républicain. Ils ont saccagé le mot gauche pendant 5 ans, que ce soit Valls, Hollande et consorts. Donc on regardera bien la situation. Pour l'instant, nous, ce qui est notre préoccupation, c'est qu'au premier tour, on soit dans la plus grande capacité d'être au deuxième tour. Et je crois que ça peut être sur des centaines de circonscriptions. Et à ce moment-là, on parlera et vous poserez la question évidemment aussi à nos adversaires. Ça veut dire que ça pourrait être au cas par cas, en fait, c'est ça que vous disiez? Il n'y a pas, comme le LR qui disent pas de barrage au FN, je vous ai répondu sur les forces qui sont disposées à combattre la politique de Macron, j'allais dire, à partir de projets qui pourraient être en commun. Il y a que le reste, en gros. Donc il y a le Parti communiste, il y a peut-être quelques socialistes qui pourraient enfin migrer en dehors de leur parti. Il faut qu'ils quittent le... D'accord, donc ça veut dire un candidat éthique CPS face au FN, je crois que le Parti Socialiste, moi, personnellement, va exploser. Mais là, la législative, c'est dans 15 jours. Mais oui, d'accord. Ça explosera sans doute après, mais... Excusez-moi, vous voulez une réponse simple par rapport à une situation compliquée. Au Parti Socialiste, aujourd'hui, on a des gens comme M. Montebourg, par exemple, qui expliquent qu'ils seront dans l'opposition à M. Macron. Oui. Et vous en avez d'autres qui sont déjà prêts à être les auxiliaires de la majorité de M. Macron. Oui. Vous comprendrez bien que je ne vais pas faire une réponse commune sur cet Donc ce sera du cas par cas. On verra bien. On verra bien. Pour l'instant, la meilleure sécurité, c'est de voter France Insoumise, parce que là, vous êtes sûr d'avoir des gens qui seront opposés ou en capacité d'être majoritaires de manière républicaine à M. Macron. Et nous sommes les seuls. Et donc pas de barrage systématique au FN? Si je suis votre logique. Excusez-moi, mais quand vous dites pas une voix pour le Front National, comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon, que pendant des semaines et des semaines, idéologiquement, vous luttez contre le Front National, vous ne croyez pas que c'est le barrage le plus efficace? Je vous rappelle que nous sommes les premiers à avoir fait reculer... Nous sommes les premiers à avoir fait reculer réellement le Front National sur les durées. À Marseille, ils étaient premiers depuis plusieurs élections et pour la première fois, ils étaient derrière nous. Donc il faut regarder ceux qui, en réalité, agitent l'épouvantail du Front National pour s'assurer d'être élus, comme l'ont fait les socialistes ou les partisans de M. Macron à cette élection, et ceux qui, sur le fond, sur la durée, font reculer le Front National. Et là, il n'y a pas photo entre eux et nous. Oui, allez-y. Juste un tout petit mot. Moi, je vous dirais, j'ai sur cette question, je n'ai aucun problème. J'ai appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour pour faire barrage au Front National et pour que le Front National, à l'arrivée, ait le plus faible score possible. Donc, je n'ai aucun problème de ce côté-là. Il n'en reste pas moins que, on le disait tout à l'heure, pour l'avenir, face à un gouvernement qui va appliquer, selon toute vraisemblance, une politique plutôt nourrie par les orientations de droite. Il faut une opposition. La seule opposition qui soit une opposition claire, déterminée, efficace, c'est une opposition qui soit véritablement à gauche. Or ça va se jouer notamment au premier tour. Donc toute la question, est-ce que les forces qui se sont regroupées autour de Jean-Luc Mélenchon au premier tour auront-elles le plus large score possible au premier tour? Seront-elles le plus souvent possible en position au second tour de disputer le terrain à la droite et à l'extrême droite? Et pour moi, c'est ça quand même qui est la question la plus déterminante. Une toute petite question, Éric Coquerel. J'ai lu que certains, dans la France Insoumise, avaient déconseillé à Jean-Luc Mélenchon d'aller se présenter aux législatives en disant n'y va pas, il vaut mieux que tu tiennes la boutique, tu prendrais trop de risques si ça ne marche pas. Vous faites partie de cela ou pas? Non, je pense qu'il fallait qu'il se présente. Pour de bonnes raisons, c'est qu'à partir du moment où vous pensez que l'Assemblée va jouer un rôle prédominant dans la période qui s'ouvre, il est bien évident que le responsable politique de France Insoumise doit être à l'Assemblée et la place de Jean-Luc va y être.
Et il y sera. Arlette Chabot, pour clore, il nous reste 1 minute. C'est bon, il va, top chrono. Top chrono. Les législatives, Jean-Luc Mélenchon, principale force d'opposition. On posait tout à l'heure la question, regardez, c'est écrit en bas, à la gauche, c'est lui, point d'interrogation. On verra surtout le groupe, effectivement, le nombre de députés. On va regarder, on va compter qui pour la France insoumise. On verra combien le Front National aussi emportera de circonscriptions, ce qui restera du Parti socialiste. On pensait 2 groupes au Parti socialiste, peut-être ceux qui auraient très envie de travailler avec Emmanuel Macron et ceux qui n'auraient pas envie de travailler avec lui. On n'est pas certain que le PS aujourd'hui puisse avoir 2 groupes dans l'Assemblée de demain. Ce qui est important pour la France insoumise, c'est la recomposition effectivement de la gauche au lendemain de ces législatives. Comment le PS va évoluer et comment la France insoumise va évoluer et ceux qui pourront vivre ensemble ou au contraire continuer face à face ou côte à côte. Voilà, merci beaucoup. Et la minute est terminée. Merci à tous les 3. Merci d'être venus me voir et on vote dans moins de 15 jours maintenant pour le premier tour des législatives. Tout de suite, dans quelques minutes, un nouveau journal.